On va accueillir nos nouveaux invités. Je vous demande d'accueillir Nathalie Latour, qui est présidente de la Fédération des acteurs de la solidarité. Directrice, pardon, merci pour cette directrice générale, voilà, pour cette précision. Je vous les donne dans le désordre. Mélisande Fezandel aussi, qui est ici et qui va venir nous parler de son travail dans la région de Nancy. On a Alain Chabot également qui nous rejoint, directeur général d'Espérer 95. Laurent Duriez, directeur général de SAS Formation et vice-président de Chantier École. Et puis on accueille également Frédéric Fonton du mouvement des régies et Thibaut Guilhuy qui est haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Voilà, et tous ensemble, on va... Tiens, Frédéric, si tu peux te mettre plutôt de ce côté-là, on réservera la place là-bas tout à fait côté jardin à Thibaut Guilhuy qui arrive. Voilà, merci à toutes et à tous d'être là. On va enchaîner sur une discussion autour des parcours des salariés en insertion. C'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important. Mélisande Fezandel, peut-être on peut en dire deux mots en entrée, vraiment directement en entrée de jeu là, sur cette table ronde. Les parcours des salariés, ils sont évidemment difficiles à modéliser, ils sont difficiles à prendre de manière générale. C'est ce qu'ont tendance à faire nos partenaires, évidemment. Ce qu'aurait tendance à faire l'État, évidemment, par commodité. Néanmoins, c'est important de le rappeler, Mélisande, peut-être que effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Un parcours, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et vous qui portez à la fois des ACI, à la régie de quartier de l'Axou à Nancy, et des EI aussi, des entreprises d'insertion, voilà. Vous pouvez en témoigner. Un parcours, c'est compliqué. Tout à fait. Ça prend du temps. C'est jamais linéaire, jamais, c'est pas possible. On a affaire à des individualités. Tout le monde est différent, ils arrivent tous avec leur parcours, leur histoire. Il est impossible de prévoir un parcours, entrée, formation, FLE, enfin, on sort sur l'emploi. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai entendu une expression, on disait qu'il fallait faire de la dentelle, et c'est tout à fait ça. Il faut vraiment faire de la dentelle. On fait une évaluation, on prévoit des choses, et puis ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc on revient en arrière, on réoriente, on retravaille. Et c'est jamais la même chose. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de nos métiers. Oui, mais c'est ce qui fait aussi la difficulté de ces métiers-là. C'est ce qui fait la difficulté, notamment vis-à-vis des partenaires. Oui, qui ne comprennent pas vraiment. Voilà, il faut faire comprendre. J'étais hier encore dans un salon où la présentation a été faite de cette manière, de manière très linéaire. Et il a fallu rappeler que non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, quand ça marche comme ça peut, mais il faut tout le temps s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous, qui arrivent avec leur parcours de vie, qui n'est jamais simple. S'ils sont sur un chantier d'insertion, c'est bien parce qu'il y a des difficultés et il faut tenir compte de toutes ces difficultés et il est impossible de prévoir un parcours linéaire. Il faut faire de la dentelle. La dentelle, je trouve que c'est une très belle expression, ça parle et puis ça dit vraiment le fond du propos. Quand on parle évidemment de ce parcours, c'est l'accompagnement, et fait partie de ce triptyque, de cette trilogie des ACI, l'emploi, l'accompagnement et puis la formation. Tiens, peut-être avec Alain Chabot qui est là aussi avec nous, directeur général adjoint d'Espérer 95, on pourrait parler... Voilà, prenez un micro, du problème et de la problématique de la formation. C'est quelque chose qui, évidemment, dans le parcours de nos salariés, est extrêmement important et qui demande aussi à savoir gérer des usines à gaz, parfois, Alain Chabot. Oui, effectivement. Alors, bonjour. Je rejoins ce que vient de dire la collègue, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque personne qu'on est amené à salarier sur un chantier, c'est une personne. Cette personne, elle a un parcours avant d'arriver sur le chantier, et c'est un adulte qui a tout son parcours de vie avec des choses positives, des choses des fois plus compliquées, et sur lesquelles on doit d'abord rétablir un climat de confiance. Je pense que c'est très important, cette altérité, c'est-à-dire qu'on se reconnaisse en eux et qu'ils se reconnaissent en nous pour pouvoir s'ouvrir, parler de leurs freins à l'emploi qui sont parfois très nombreux et sur lesquels on doit effectivement travailler pendant la remise au travail qui fait qu'à un moment donné, ils reprennent confiance en eux. Moi, j'ai toujours l'image de personnes qui arrivent recroquevillées pour certaines, qui ne regardent pas en face, qui ont même du mal de prendre la parole et qui, au fil des semaines, des mois, s'ouvrent, s'épanouissent un petit peu et retrouvent ce que j'appellerais moi tout simplement une dignité humaine. Alors je ne veux pas faire dans le misérabilisme, mais c'est quand même important qu'on ait cette dimension-là, parce qu'aujourd'hui, mon sentiment personnel, c'est qu'on oublie qu'on a des personnes et on ramène ça à des ratios économiques.
c'est pas tenable, c'est pas supportable. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Chacun d'entre nous ici dans la salle, on est des salariés, la plupart d'entre nous, où on a des droits qu'on sait faire valoir. Ces personnes-là, elles ont les mêmes droits, mais elles n'arrivent plus à les faire valoir et elles en sont dessaisies. Alors, un des droits, je ne vais pas tous les citer, mais un des droits qui, moi, est fondamental dans cette remise au travail, cet accompagnement socio-professionnel, qui est fait par les conseillers d'insertion professionnelle et les encadrants techniques, j'insiste, ce binôme dans l'accompagnement des personnes est primordial. Il faut vraiment qu'ils travaillent de concert dans l'accompagnement, dans cette reprise d'une dynamique de parcours de vie sociale et professionnelle des personnes, dans le respect de leur trajectoire aussi, qu'on ne se projette pas nous, mais qu'ils se projettent eux dans leur avenir. C'est la question de la formation professionnelle aussi. Je pense que M. Alfandéry n'irait pas dire le contraire, dire qu'il y a une époque, il y avait une question d'ascenseur social. Et l'ascenseur social, j'ai entendu tout à l'heure parler d'éducation populaire aussi. C'est des mots forts, mais qui se perdent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut tout rationaliser, on veut tout de suite mettre en adéquation des secteurs en tension, et puis hop, les ACI vont former les réponses pour pouvoir les métiers en tension. C'est plus complexe que ça. On ne refait pas en l'espace de 6 mois, 12 mois, 24 mois, des trajectoires de vie pour X raisons, dont les mêmes pouvoirs publics n'ont pas été capables aussi de faire le nécessaire. Enfin, je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas nous faire porter toutes les culpabilités, ainsi qu'aux personnes. Parce que les personnes dans les culpabilités, s'ils ne réussissent pas, c'est ce qui est en train de se tramer, on va peut-être prendre des sanctions. Alors on parle du BRS, qu'on pourrait supprimer, des choses comme ça. J'arrête là. Mais en tout cas, sur la formation professionnelle, ça fait 5 ans qu'on a le pic IAE. 5 ans qu'on a le pic IAE, mais on voit bien qu'on n'a toujours pas, alors que dès 2018-2019, différents réseaux ont fait valoir que ce n'était pas la même règle qui était appliquée. On n'a toujours pas la même règle. Moi, j'étais encore en réunion à la DRETS Île-de-France avec les différents OPCO, l'État autour de la table, différents réseaux. Quand on dit on n'a toujours pas la même règle appliquée, personne ne dit rien. Il faut insister pour que finalement les OPCO, l'OPCO ceci, nous on fait tout le nécessaire, donc notamment une formation sur la branche des chantiers d'insertion. Mais si vous prenez des OPCO autres, par exemple l'OPCO santé, c'est pas pour le pointer du doigt particulièrement, j'enlève de l'OPCO santé, pas de chance, pour les ACI et les chantiers, nous on est obligés, parce qu'on est plus de 250 salariés, à prendre sur le plan de compétences de nos permanents les 40% nécessaires à la formation de nos salariés d'insertion pour obtenir les 60% de financement de PIC IAE. Donc c'est au détriment en fait de votre structure et de la vie de la structure. C'est la vie de la structure qui est en cause, c'est la formation des salariés en insertion qui est en cause. C'est la formation de nos permanents qui est en cause. Ouais. Puisqu'on prend sur leur enveloppe, c'est notre responsabilité d'employeur qui est en cause. C'est encore une culpabilité peut-être qui arrive supplémentaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve tiraillé dans un non-sens artificiel. Je dis bien, c'est artificiel parce que c'est monté de toutes pièces. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous faire porter, ça a été dit tout à l'heure, c'est très difficile déjà de ramener des gens très éloignés de l'emploi et de faire coïncider le modèle économique de nos structures. Mais en plus, il y a la question de la formation. Alors je rappelle que la question de la formation, malheureusement, et ça je pense que c'est, excusez-moi monsieur Alfandéry, vous n'y êtes pour rien, mais je pense que dans les discussions historiques qui ont été faites avec les pouvoirs publics, il y a eu un profond raté. C'est que ça n'a pas été mis dans la loi, le financement de la formation professionnelle des salariés en insertion. Et on nous fait porter cette charge de façon abusive. Donc je crois qu'à un moment donné, nos salariés en insertion ont le double statut. Salariés en insertion, chômeurs catégorie 5. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, l'État, c'est de sa responsabilité de nous donner les financements pour former nos salariés en insertion. Et il ne suffit pas de les mettre au travail, il faut aussi faire monter les personnes en compétences. Certes, ils se forment en situation de travail, c'est incontestable. C'est d'ailleurs, on avait été les précurseurs au niveau des chantiers d'insertion de la FEST. Ça a été repris aujourd'hui par la loi et au niveau de la formation professionnelle en 2018. Très bien, tant mieux, on est des précurseurs en beaucoup de choses. Mais ça suffit qu'on soit les précurseurs, sans que derrière, il y ait une reconnaissance de nos savoir-faire, de nos compétences. Je pense qu'à un moment donné, il y a une expertise des uns, il y a la contre-expertise des autres. Merci.
Monsieur le haut-commissaire, il faudra répondre aussi tout à l'heure à cette interpellation et puis aussi à ce que vient d'exprimer la salle à travers ses applaudissements. Merci beaucoup. Peut-être Laurent Duriez, directeur général de SAS Formation, vice-président aussi de Chantier École, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Tiens, est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'impression d'avoir le poids un peu lourd sur les épaules du monde et de la culpabilité vis-à-vis des partenaires des ACI ? Effectivement, on est très souvent sollicité sur cette question. Le PIC-IAE aujourd'hui est un dispositif qui a été monté, qui nous accompagne, qui nous permet d'avoir des fonds. Effectivement, on entend bien et on le constate, une disparité de traitement en fonction des OPCO. Et c'est pour cette raison qu'on porte un plaidoyer extrêmement fort sur l'idée d'un portage unique au national pour aussi pouvoir garder cette capacité à faire. Alors, à faire en lien avec tout ce qu'on a entendu dans les tables rondes précédentes, à faire ensemble, à faire au local, à faire en fonction du besoin, et de s'opposer finalement à des propositions qui pourraient être faites par des régions qui ne prennent pas en considération les spécificités de nos structures, les spécificités du parcours des personnes qui sont accompagnées, et de pouvoir faire justement de la dentelle. Et c'est pour ça qu'on milite fortement et qu'on harcèle un petit peu le haut-commissaire chaque fois qu'on le voit, sur ces questions en fait, des renouvellements du PIC-IAE, d'un porteur unique, d'une capacité à faire et à pouvoir faire nous-mêmes et éviter de passer par des appels d'offres comme on les connaît dans le cadre des plans régionaux de formation qui ne répondraient pas à nos besoins, qui ne répondraient pas à nos publics. Et on répète aussi dans ce cadre-là que on ne peut pas en début d'année dire qui seront nos publics parce qu'on ne les connaît pas encore, ils ne sont pas entrés dans nos structures à ce moment-là. Donc la dentelle, ce dont on parle dans le cadre du parcours, le PIC-IAE nous le permet, si tant est qu'aujourd'hui on adhère à Uniformation. Et ce n'est pas le cas de tous nos adhérents, ce n'est pas le cas de tous nos partenaires, et c'est là où il y a un gros problème, et c'est ce travail de fond qu'on continue de porter d'un point de vue politique, et on le fait collectivement, qui est extrêmement important, et qu'on défend et qu'on souhaite valoriser en fait. Ouais. Mélisande Fezandel, quand vous entendez ce qui vient d'être dit là sur la partie formation, comment vous réagissez et qu'est-ce que ça vous inspire ? Je disais bravo, parce que forcément, moi, je suis d'accord avec ce qu'il disait, c'est extrêmement compliqué. Et avant même d'arriver à de la formation, il faut un minimum de maîtrise du français. Et là, je redescends encore d'un étage, parce que depuis le temps que je travaille dans le domaine de l'insertion, la problématique est la même, elle n'a absolument pas changé. Que fait-on pour les personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment le français pour accéder sur de la formation qualifiante, j'en parle même pas, quoi. Que fait-on ? Quelle est la réponse ? Alain Chabot. Petit complément, ça ne va pas répondre à que fait-on, mais en tout cas, c'est de dire tout ce qu'on n'a toujours pas fait, alors qu'on dénonce et on voudrait et on se propose d'aider à ce que ça soit solutionné. Par exemple, vous avez un public d'origine étrangère, statut réfugié. Normalement, il a le même droit que chacun d'entre nous dans cette salle. Eh bien non, quand il va vouloir s'inscrire sur le compte personnel de la formation géré par la Caisse des dépôts et consignations, on va avoir une situation où, s'il a un numéro d'immatriculation provisoire, il est privé de l'accès à la formation. Comment voulez-vous, sur un même chantier, sur une même unité de travail, alors qu'on prône la formation, on met les gens en appétence, on les remet dans une dynamique, on est à gérer collectivement ceux qui vont avoir droit et ceux qui n'auront pas droit. À un moment donné, c'est innommable. C'est la même chose pour ces mêmes personnes réfugiées qui vont, au moment du renouvellement du titre de séjour, subir des tracasseries administratives à un point tel, c'est qu'on va prendre un retard de plusieurs semaines et on se retrouve, nous, acculés face à un non-sens sans nom. On a une responsabilité pénale, où on licencie, où on prend le risque. Et on est quand même face à ça. C'est absolument scandaleux qu'on gâche l'argent de l'État, nos impôts, à des tracasseries administratives. À un moment donné, quand on a un salarié en insertion qui demande un renouvellement de titre de séjour, à un moment donné, il faut se poser une loupe et se poser des bonnes questions. Pour moi, je fais le même parallèle sur les arrêts de prise en charge des jeunes majeurs de l'ASE à 18 ans. On investit auprès de nos concitoyens mineurs pour les protéger, arrive à 18 ans, on les fout à la rue. Mais pourquoi fait-on la même chose auprès des réfugiés ? C'est absolument anormal. Et ce n'est pas le travail qui manque, puisque c'est soi-disant plein emploi. Alors, à un moment, il faut être cohérent avec l'argent public, il faut être sérieux, nous on l'est, que les pouvoirs publics le soient tout autant. Et on veut bien apporter notre contre-expertise à soi-disant l'expertise de certains. Je termine
Voilà, soi-disant. Dans le coût humain de la formation, ce qui est très important effectivement par rapport à des appels d'offres que font les régions qui ont la pleine compétence là-dedans, c'est qu'on est avec des personnes qui ou n'ont pas connu la formation ou ont une aversion quand même de la formation. Il y a eu des ratés avec notre grande institution, l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale ne rate pas tout avec tout le monde, la preuve, hein, quelques-uns d'entre nous dans cette salle s'en sont pas trop mal sortis malgré tout. Mais on a quand même des ratés, et ces personnes-là, il faut tenir compte effectivement de leur appréhension, de éventuellement leur répulsion à se retrouver assis sur une chaise devant une table. Et là aussi, il faut moduler la formation dans le temps de travail. Et pas arrêter le contrat de travail et puis dire tu vas aller pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, voire plus, sur telle et telle formation parce que ça te fera du bien et on est persuadé que... Non, il faut l'intégrer au temps de travail. Et bien effectivement, ça demande du coût humain de nouveau, avec une demi-journée, une journée où on va permettre aux personnes de remonter en compétences, notamment effectivement en français ou sur les savoirs de base, notamment à visée professionnelle, puisque dans un cadre de travail. Merci beaucoup. On va passer à la séquence suivante. Mais avant ça, peut-être pour équilibrer un peu le temps de parole et puis pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre avec le plein emploi, là, Alain Chabot, peut-être Laurent Duriez, quand vous entendez plein emploi, juste en quelques mots, ça vous inspire quoi pour votre structure, pour les gens que vous accompagnez et dans votre réflexion de dirigeants de structures d'insertion par l'activité économique? Énormément de choses. L'idée, c'est d'abord que les ACI accompagnent les personnes, on entendait parler dans les tables rondes précédentes là aussi, les personnes éloignées de l'emploi. Donc clairement, le plein emploi, ça signifie qu'on va être aussi face à des personnes qui vont présenter des difficultés supplémentaires, où il va falloir construire ces parcours en amont, où on a besoin de souplesse, où on a besoin aussi, nous, de mener un exercice intellectuel qui nous permet d'accompagner les gens, parce qu'on parle de parcours en ACI, mais le parcours global, il est demain chez France Travail, il est aujourd'hui chez Pôle emploi, il est parfois à la GFIP, il est parfois ailleurs, et c'est tout ce parcours-là qu'on doit gérer. Enfin, c'est pas uniquement le parcours chez nous qu'on doit accompagner, et c'est pour ça, j'y reviens, hein, mais la formation, pour nous, c'est un outil extrêmement puissant qui nous permet justement de travailler toutes les phases et d'accompagner au fur et à mesure dans le parcours et au fur et à mesure quand on apprend et quand on identifie des problématiques, parce que c'est pas le premier jour où la personne arrive et tout est identifié, c'est pas possible. Et donc on crée au fur et à mesure, et l'idée d'avoir une structure unique qui porte justement au national le PIC IAE, parce que c'est un dispositif qui, malgré quelques soubresauts, aujourd'hui fonctionne plutôt pas mal et qui est plutôt bien accueilli dans les structures, on souhaite le voir pérenniser, on souhaite le voir continuer. C'est un peu une question aujourd'hui que j'adresse directement, et j'en profite justement pour porter justement ce message-là, de dire que le portage OPCO tel qu'il est fait sur un OPCO unique qui nous permet justement de mettre en place cette dentelle et d'éviter des modes de gestion différents et d'éviter justement ce qu'on vient d'entendre, ça nous permettrait justement d'aller dans une dynamique où on renforce le travail qui est fait, parce qu'il y a des moyens, mais ce qu'on entend en fait par pas mal d'adhérents, c'est la difficulté à y accéder, la difficulté à maîtriser ce savoir-faire, de monter cette ingénierie pédagogique et financière à destination des publics qu'on accompagne. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à continuer à travailler. Allez, on va justement avoir un peu les réponses de Thibaut Guilluy, au commissaire à l'insertion et à l'engagement des entreprises. Pour vous questionner, Thibaut Guilluy, et merci d'être là, hein. Nathalie Latour, donc directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité, et Frédéric Fonton, qui est administrateur référent emploi IAE du mouvement des régies. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre... Ah, ça y est, ça fonctionne. Oui, merci d'être là, parce que effectivement, il y a déjà des questions précises qui ont été posées dans cet enjeu de plein emploi, dont encore une fois on peut se réjouir, mais dont on doit avoir une vigilance à la place qui est la nôtre, c'est celle de faire effectivement en sorte qu'il ne laisse personne au bord du chemin, et qu'on soit très attentif aux personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Et aujourd'hui, les acteurs réunis ici sont vraiment ceux qui sont au quotidien dans ce travail-là auprès des personnes qui nécessitent un accompagnement soutenu. Quand on lit effectivement le rapport de France Travail, on a, on va dire, les 3/4 du rapport où on se dit oui, c'est des constats qu'on partage sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne soient pas accompagnées, sur le fait qu'on n'ait pas les moyens pour les accompagner au regard d'autres pays européens, etc. L'enjeu qui se pose, c'est oui, mais quid de la mise en œuvre ? Et comment tout ça va s'articuler dans cette nouvelle structure France Travail. Et aussi, peut-être le paradoxe qu'on peut avoir dans cette première lecture de cet enjeu d'avoir un accompagnement soutenu, d'avoir ce que nous,
on a envie de nommer et de tenir avec vous la notion d'engagement réciproque. Ce paradoxe, finalement, d'avoir l'insertion par l'activité économique qui est peu visible dans le projet France Travail ou dans le texte de loi. Ou en tout cas, qui est sur une place, qui est la place des solutions structurantes de France Travail, qui est aussi ce qui commence à se dessiner sur le pass IAE, qui viendrait le pass inclusion, avec toutes les questions qu'on peut avoir autour de ça par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui pour l'élargissement des prescripteurs, qui passe par ce travail, comme ça a été très bien dit depuis ce matin, de coopération, d'aller vers, de travail avec d'approche territoriale. Donc c'est vrai que cette dimension-là de la place de l'IAE dans France Travail, de cette vision qui pourrait donner l'impression d'être finalement une plateforme de service, où on viendrait en fait agglomérer des compétences sans qu'il y ait vraiment le lien, c'est un des points un peu global sur lequel on voulait vous questionner. Mais peut-être plus précisément aussi sur la question de la place de ces solutions structurantes et de la place du contrat d'engagement, puisqu'il va y avoir un contrat d'engagement qui va être signé par les personnes qui rentrent à France Travail, avec des référents parcours que pourront être donc France Travail, les départements ou des délégataires. Donc la question, c'est quelle est la place des SIAE vis-à-vis de ça? Est-ce qu'elles sont uniquement des endroits où on va orienter quelque part les personnes dans les solutions structurantes? Est-ce qu'elles pourront elles-mêmes faire de l'autoprescription? Est-ce qu'elles seront elles-mêmes aussi en lien avec le contrat d'engagement? Qu'est-ce qui se passe entre le contrat d'engagement et le contrat d'insertion qui est signé? Qu'est-ce qui se passe dans la responsabilité de l'employeur versus du contrat d'engagement et des régimes de sanctions qui sont appliqués? Voilà déjà pour une première série de questions précises. Merci. Merci Nathalie, ça m'intéressera de connaître les 25% sur lesquels on n'est pas d'accord, du coup, sur les constats. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Je ne peux m'empêcher de commencer par saluer quand même d'abord Claude Alfandéry, dont je repère maintenant la silhouette, maintenant qu'on m'a montré où il était. Et donc, voilà, je pense que si on est tous là, c'est d'abord parce qu'il y a quand même eu des gens qui nous ont précédés, et notamment Claude. Et puis évidemment, ravi d'être avec vous à cette invitation. Et puis ça me fait plaisir que ce soit une invitation aussi qui soit collective de tous les porteurs de chantiers d'insertion. Et puis évidemment à titre personnel, puisque j'ai commencé ma vie d'engagement en créant un chantier d'insertion sur Bonneuil-sur-Marne, ça me fait aussi particulièrement plaisir d'être là. Alors maintenant, pour essayer de répondre un petit peu au sujet. Alors, on en a déjà parlé, PIC IAE et la formation, j'y reviendrai, mais on est bien d'accord qu'il faut continuer d'investir fortement dans la formation, avec le plan d'investissement dans les compétences, et que les préconisations que vous retrouverez dans le rapport, c'est de toucher un petit peu plus encore dans les années qui viennent, les personnes les plus éloignées, parce que autant on a doublé le nombre de demandeurs d'emploi qui ont accédé à la formation, et c'est tant mieux, mais il faut qu'on mette un petit peu plus encore le focus sur ceux qui en ont le plus besoin, les personnes seniors, les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi de longue et très longue durée, enfin bref, ceux qu'on va retrouver notamment dans les parcours de chantier d'insertion, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, et c'est là où la nécessité pour pouvoir retrouver un emploi est la plus importante. Donc on est bien d'accord, mais on voit bien que derrière les principes, et même y compris derrière les moyens budgétaires, le sujet aussi, c'est surtout la méthode pour que ce soit accessible, parce que ce soit pour énormément de politiques, les conditions de la mise en œuvre font que ça devient parfois un parcours parfois même souvent un parcours du combattant. Et pour le coup, en matière de formation, on est quand même assez champion du monde pour rendre compliqué des choses qui devraient être un petit peu plus simples. Donc je ne vais pas rentrer dans l'intimité des solutions qu'on a déjà discutées ensemble, mais clairement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le poids du corps. Maintenant, si on reprend du coup sur France Travail et puis sur l'intention, c'est horrible de dire plateforme de service, enfin, j'espère que ce n'est pas ça, mais en tout cas, on est quand même dans une situation... qu'on n'avait pas connue depuis quand même très longtemps,
On a un taux d'emploi qu'on n'a pas connu depuis plus de 40 ans et on a collectivement, et d'ailleurs votre action y a largement contribué au secteur de l'insertion par l'activité économique, mais de manière générale, on peut quand même se réjouir que, en tout cas, on a mis fin à cette fatalité du chômage de masse en passant de plus ou moins 10% de chômage à 7% de chômage. Ok, ça c'est très bien, simplement, et donc on parle de plein emploi, c'est-à-dire de se dire comment on continue d'investir pour pouvoir avoir une dynamique de création d'emplois qui bénéficie à tous. Et on est dans une situation un petit peu paradoxale où finalement il n'y a pas une seule entreprise, petite, grande, quels que soient les secteurs, quels que soient les territoires, qui cherche à recruter. Donc finalement la principale difficulté, c'est de trouver des candidats, du personnel. Mais de l'autre côté, 7%, il n'y a pas de quoi non plus. On est encore loin. On est encore loin du plein emploi. Et d'ailleurs, dans le plein emploi, il faut se garder de s'appuyer seulement sur les chiffres du chômage, parce qu'il y a les 7%, ça veut dire encore énormément de nos concitoyens qui ont des difficultés à trouver un travail. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi tous ceux qui, depuis des années, on ne reviendra pas puisque les constats, je pense qu'on les partage, mais qu'on a relégués en dehors de l'emploi, qui ont perdu confiance, qui ont perdu la confiance et l'idée même qu'ils pourraient retrouver un emploi. Et donc, on appelle ça gentiment le halo du chômage, mais c'est toutes les personnes qui sont en situation d'exclusion durable. Elles sont nombreuses, au-delà des chiffres du chômage. Et plus on se rapproche du plein emploi, et plus il y a un risque aussi assez important, c'est que on fait de plus en plus, et l'opinion publique et les citoyens font des raccourcis. On peut vite arriver à des raccourcis où on fait porter la responsabilité du chômage sur le chômeur lui-même. Et les dernières études de l'UNEDIC, vous savez, il y a chaque année une étude qui est faite par l'UNEDIC sur le ressenti vis-à-vis du chômage dans la société. Et c'est la première année depuis que cette étude existe que la responsabilité vue de la société incombe plus aux chômeurs finalement qu'au fonctionnement de la société, au fonctionnement économique, au fonctionnement du travail, des entreprises là-dessus. Et c'est assez dangereux aussi de ce point de vue-là. Et pour ceux qui, comme vous ou comme moi, on a accompagné des personnes en grande difficulté, c'est d'autant plus violent d'entendre tous les jours qu'on cherche du monde et que soi-même, on a du mal à en trouver l'issue, à en trouver la porte. Donc c'est un enjeu à la fois, c'est un enjeu d'emploi, mais c'est un enjeu aussi social, sociétal, démocratique même, qui nous semble assez important, qui se joue avec France Travail. Alors, face à ce paradoxe-là, en fait, plus on va vers le plein emploi et plus en fait, on va vers la philosophie même des acteurs de l'insertion. C'est que, en fait, si tant est que c'est jamais existé, en matière d'emploi, c'est pas un adéquationnisme entre une offre de travail et puis des candidats qui sont plus ou moins disponibles là où l'offre se présente, mais c'est un parcours, vous avez parlé de sur-mesure, on est d'accord, et donc oui, c'est peut-être une offre d'emploi, une opportunité d'emploi, faut-il encore qu'on y ait accès, formation, évidemment, mais aussi garde d'enfants, mobilité, confiance en soi, santé, tous ces sujets-là. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même énormément de choses qui existent et qui fonctionnent. La difficulté, c'est que si on ne s'organise pas un petit peu mieux, eh bien, en fait, on inflige notre complexité d'abord aux personnes, d'abord aux demandeurs d'emploi, et plus on est exclu, et plus du coup on subit cette complexité. Et c'est vrai aussi de l'employeur, du chef d'entreprise. Et moi, quand je parle de chef d'entreprise, je pense d'abord aux patrons de TPE ou de PME, de moins de 50 salariés, parce que c'est quand même eux qui recrutent. 7 recrutements sur 10 sont faits dans ces entreprises, et qui n'ont pas non plus, eux, de DRH, pour pouvoir décrypter toute la difficulté là-dessus. Ouais. Et donc France Travail a vocation à proposer une organisation de coopération pour faire en sorte de mieux accompagner en fait, ces logiques de parcours et que personne ne reste au bord de la route. Peut-être une question très simple à ce moment-là, Thibaut Guilluy, de la discussion. Il y a une des banderoles là, alors vous ne la voyez pas, mais de mémoire, je peux vous la citer, c'est une des questions qui est inscrite sur une de ces banderoles. Quelle place pour les SIAE dans France Travail? Voilà, c'est une question très précise qui peut amener peut-être une réponse relativement précise. Ça complétera peut-être aussi la question de Nathalie Latour. Tout à fait. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut d'abord
qu'on identifie tout le monde et qu'on les connaisse mieux et qu'on investisse, et c'est les propositions qui sont faites d'abord sur une plus grande connaissance des personnes et une connaissance bien sûr sur leurs appétences, leurs capacités professionnelles, leurs envies, leurs métiers, mais aussi éventuellement sur le repérage d'un certain nombre de difficultés. Vous parlez d'illettrisme ou d'illettronisme, il y a 20 ans, je pense que sur les mêmes tribunes, en fait, il y avait les mêmes indignations que je partage évidemment encore aujourd'hui. Simplement, il faudrait peut-être qu'on s'organise pour que, quel que soit le parcours d'emploi qui puisse se faire, que ce soit Pôle emploi dans une mission locale ou dans une structure d'insertion, le repérage du problème d'illettrisme ou d'illettronisme, ou de problème de mobilité, qu'on puisse le systématiser, outiller et le systématiser, et ensuite d'organiser la connexion aux réponses existantes ou compléter ces réponses-là et ne pas dépendre, parce que vous parlez de l'État, en fait, les compétences sont aussi dispersées. Et typiquement, les compétences de la formation, aujourd'hui, d'une région à une autre, vous n'avez pas les mêmes chances de trouver des solutions d'illettrisme pour pouvoir régler les problèmes d'illettrisme si vous êtes en Ile-de-France ou si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors maintenant, sur la place de l'IAE, franchement, je ne les vois pas du tout seulement comme des solutions structurantes. Mais évidemment que c'est des acteurs du parcours. Et plus on va vers le plein emploi, et plus on a besoin de solutions, d'acteurs qui sont capables d'accompagner les personnes dans l'ensemble de leur diversité. D'où d'ailleurs la nécessité d'investir dans l'IAE. C'est ce qu'on fait quand même depuis 4-5 ans. Et il faut qu'on continue. En tout cas, nous, c'est pour ça qu'on plaide. On est quand même passé... C'est évidemment jamais suffisant compte tenu des enjeux, des objectifs, et je peux tout à fait l'entendre. Et en plus de ça, aussi des sujets de pilotage qu'il faut vraiment qu'on améliore. Mais on est passé de 800 millions à 1,3 milliard de budget de l'IAE en 4 ans. Ce n'est pas non plus rien. Et donc, il faut qu'on investisse là-dessus. Ensuite, pour que ce soit des solutions de parcours bien identifiées, que les acteurs de l'IAE soient bien considérés dans la gouvernance de France Travail, et surtout, on le voit bien, vous êtes nombreux aussi à avoir de temps en temps des difficultés de sourcing. Mais comment du coup on crée une meilleure connexion avec le secteur de l'AHI, de l'hébergement insertion, comment on systématise et comment on fait monter en capacité les CCAS, les centres d'action sociale, les services RSA, où il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas suffisamment bien l'IAE, qui ne savent pas encore suffisamment bien prescrire, et évidemment qu'il ne suffit pas d'une plateforme numérique pour que le problème se règle, même si j'observe quand même qu'une orientation sur 2 aujourd'hui sur la plateforme se fait par des prescripteurs qui disaient qu'ils ne connaissaient pas la structure d'insertion là-dessus. Donc on a amélioré les choses, mais maintenant il faut qu'on forme les gens, il faut qu'on systématise ça, et donc ça c'est l'Académie France Travail. Ça c'est pour le fait d'avoir besoin évidemment sur les territoires de ça. Mais moi j'ajouterais par rapport à la question que tu poses, et tu as bien raison, c'est quand on parle de guichet unique, en fait, d'une certaine manière, c'est une expression assez impropre. Parce que l'idée, c'est surtout pas que chaque personne soit obligée de passer par une porte d'entrée unique qui serait l'opérateur France Travail, avant ensuite, après d'ailleurs, d'être aiguillé par les uns et par les autres. Des portes d'entrée, un jeune aujourd'hui, il frappe à une mission locale, il frappe à Pôle emploi, mais il frappe aussi à une école de la deuxième chance. Et il y en a plein aussi qui arrivent et qui vont frapper à la porte d'un chantier d'insertion ou d'une structure d'insertion. Si vous leur disiez pourquoi il vient frapper à cette porte-là, souvent, il y a aussi une part au hasard, quoi. Il y avait un salon de l'emploi, il y a mon cousin qui est passé par là, il y a ma maman qui... Enfin, c'est plein de choses qui font que... Et donc, ce qui est important, c'est pas que du coup, paf, on les renvoie. On ne va pas faire le chemin inverse de ce qu'on a fait avec l'autoprescription, avec l'IAE. Enfin, c'est moi qui l'ai porté, donc je vous rassure, je ne vais pas revenir en arrière là-dessus. Ça faisait partie des questions qui se posaient. Mais, oui, mais donc, du coup, sur cette mécanique-là, par contre, ce qu'il faut s'assurer, c'est que collectivement, sur un territoire, on se mette d'accord pour dire, bah, tiens, quand une personne arrive, vous ne les recrutez pas tous, les personnes qui viennent dans le chantier d'insertion de temps en temps ou dans une structure d'insertion, parce qu'il peut y avoir des raisons. Vous dites, bah, tiens, bah, non, moi j'ai 3 personnes, j'ai une place, bah, tiens, les 2 autres, qu'est-ce qu'on fait ? Ou bah, tiens, en fait, cette personne-là, elle pourrait tout de suite trouver un travail ou un emploi, je vais l'orienter vers quelqu'un d'autre. Ou alors, elle n'est pas prête parce qu'elle ne maîtrise pas peut-être la langue, et du coup, je vais l'orienter vers une plateforme d'apprentissage de la langue. Mais ce qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, c'est chacun en fait, qui a développé cette capacité-là. Si on le faisait collectivement, on s'assurait qu'il y ait un peu moins de trous dans la raquette et puis un petit peu moins de sécurisation des parcours. Ouais, même s'il y a beaucoup déjà d'échanges entre les SIAE. Évidemment. Question de Frédéric Fonton, du mouvement des régies. Oui, merci.
Ça marche, oui. Donc Thibault, en fait, on a relevé dans, bien sûr, France Travail, un point intéressant qui est la volonté de couvrir tous les territoires et de prévoir un accès à toutes et tous sur le guichet unique d'entrée, ou en tout cas sur le territoire. Deux choses là-dessus, c'est que, bien sûr, tous les réseaux, on va être très vigilants à ce qu'il y ait cet accès pour toutes et tous. Il est prévu un accueil aussi bien en ligne qu'un accueil physique. Sur la question de l'accueil physique, c'est la question de savoir que sera-t-il, quel sera-t-il sur nos territoires. Et la deuxième question, ça sera de savoir quel finalement dispositif est prévu pour qu'on puisse évaluer ça ensemble, la couverture et l'accès à tous et toutes sur les territoires. Puis après, j'aurai une question, mais faisons d'abord celle-là. Ouais, alors, d'abord, j'ai pas les. On a énoncé un certain nombre d'idées, qui est le fruit aussi de tout un tas d'échanges qu'on a eu, d'ailleurs, y compris aussi avec vous. Mais quand même que vous ayez, que les choses soient claires. Certes, il y a un projet de loi là qui pose un peu un cadre, mais l'immense majorité de la résolution des problématiques se fait en dehors de la loi et par l'action concrète, l'expérimentation, les pilotes, la mise en place. Et donc, on ne va pas aller calquer un modèle dans tous les territoires français et sans l'avoir testé, co-construit, mis en place là-dessus. Maintenant, sur les lieux d'accueil, si on veut, on a un problème de mobilité. Et puis plus on est en service de proximité, mieux c'est. On parle par exemple de... D'ailleurs, il y en a quelques-uns, honnêtement, qui pour le moment me regardent de façon un peu dubitative sur ma proposition d'essayer d'amener France Travail à moins de 5 km, 5-10 km, j'étais sympa avec eux, mais de chaque demandeur d'emploi. Mais si on travaille, regardez les missions locales, 440 missions locales, quasiment 7000 points de contact. Mais si on s'appuie par exemple sur les associations intermédiaires qui sont aussi très implantées, c'est des lieux d'accueil. Les chantiers d'insertion peuvent être aussi des portes d'entrée dans certains territoires, s'ils le souhaitent. Enfin, je veux dire, évidemment, on va forcer personne, on l'a bien dit, mais si. Donc ça peut être, si on fait équipe, il n'y a pas besoin, on ne va pas aller recréer 50 000 agences. Mais par contre, travailler collectivement sur un territoire pour s'assurer qu'il y ait une porte d'entrée à proximité et qu'on puisse ensuite orienter les personnes là-dessus. Donc ça, c'est ce genre de choses qui se fait, qui peut se construire. J'étais à Vitré, par exemple, hier, en Bretagne. Il n'y a rien inventé dans ce rapport. D'ailleurs, de toute façon, je considère qu'on vit dans un pays où il y a toujours, face à un problème auquel on est confronté, des gens, quelque part sur un territoire, qui ont été suffisamment transgressifs, et merci à eux, pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Donc, tout le travail, c'est d'aller regarder ces solutions-là, de comprendre pourquoi ça a été compliqué de les mettre en œuvre face au système et de faire évoluer le système de manière à ce qu'après, derrière, elle puisse changer d'échelle et puisse s'organiser. Et donc, ça existe déjà dans un certain nombre d'endroits. Et d'ailleurs, il y en a toujours, quand je présente des idées, qui me disent « ça existe déjà ». Je sais, et je peux même vous dire à quel endroit ça existe. Et tant mieux. Mais par contre, pourquoi ça n'existe pas à d'autres endroits? C'est la question qu'on doit se poser. C'est là la responsabilité, par contre, des pouvoirs publics d'y travailler. Et alors ensuite, comment ça se mesure? On est bien d'accord. En fait, si on n'a pas des objectifs collectifs, communs, et si ce n'est pas mesurable, ça ne marche pas. Mais pour pouvoir les mesurer, c'est pour ça qu'en fait, on parle du partage de la donnée. Si on ne partage pas la donnée, en fait, je vais vous savez, moi, par exemple, les bénéficiaires du RSA, mais on sait, il y a la CAF a bien la liste de tous les bénéficiaires du RSA. Pourquoi on demande dans un parcours, et à mon avis, je pense que dans des parcours de bénéficiaires du RSA, on doit probablement leur demander au moins 10 ou 15 ou 20, voire 40 fois, de justifier s'ils sont RSA. Alors qu'en fait, on pourrait quand même aller consulter la donnée. Donc alors, c'est pas si simple que ça, évidemment, parce qu'il y a la RGPD, la CNIL, des sujets opérationnels là-dessus. Et du coup, on fait bouger la loi, on fait un décret en Conseil d'État, et on est en train de travailler avec la CAF pour que ça devienne possible. Et que du coup, plutôt que vous d'aller demander les papiers pour vérifier, on apporte l'information. On simplifie la vie des gens, et ça produit de la donnée, et cette donnée-là permet ensuite de s'assurer qu'effectivement on touche tout le monde et puis que quand il y a des personnes qui ne sont pas prises en charge, qu'on puisse se poser autour de la table et puis se dire tiens, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire sur un territoire parce qu'il y en a un petit peu à Pôle emploi, il y en a un petit peu dans les missions locales, il y en a un petit peu à la CAF, un petit peu dans la MDPH et un petit peu nulle part. Et donc, c'est ça qu'on propose de faire. Frédéric Fonton.
Oui, alors, autre question, point qui nous inquiète un petit peu plus. C'est que des inquiétudes ce soir. Non, j'espère là, qu'après, on va parler des espoirs, parce que moi, je voyais espérer 95, donc je me suis dit qu'on pouvait aussi regarder tout ce qu'on allait changer dans ce pays. Non, sur le premier point, nous, on note que c'est positif. On veut effectivement juste voir comment ça s'évalue et comment on y participe. Le deuxième point, où c'est un petit peu plus questionnant pour nous, c'est la place qu'il y aura pour les SIAE, puisque on voit que le CDIAE pourrait disparaître, que les SIAE pourraient être proposés, mais pas de garantie, que le CRIE, que les CTA, a priori, on ne sait pas la place qu'ils auront. Et on se dit que, notamment au niveau alors, de tous les mouvements, de tous les chantiers, et pour les régies de quartier et de territoire en particulier, il y a une des banderoles, c'est exprimer la voix du terrain. La voix du terrain, c'est justement une des forces, on pense, des CDAE, parce qu'on est auprès de tous les partenaires, des entreprises, des syndicats employeurs. Donc du coup, aujourd'hui, la question, c'est celle-là. C'est vraiment dans un moment où depuis 3 ans, il n'y a plus d'instances nationales et de place pour les différents têtes de réseau, les différents mouvements. Quelle va être la place de ces mouvements au niveau national et au niveau local de cet écosystème qui est France Travail? Et donc du coup, quel engagement peut-être de nous faire une place dans ces instances? C'est notre question aujourd'hui. Ouais. Elle est... en fait... Vous parlez des CDIAE. Puis après, donc, au niveau national, l'idée de la gouvernance, pour reprendre, c'est d'abord dans la gouvernance, et ça c'est quand même globalement assez collectivement accepté. C'est ce qui remonte, je dirais, d'à peu près tous les acteurs. C'est le bassin de vie, le bassin d'emploi, donc le lieu de l'action et de la mise en œuvre des politiques d'insertion, d'emploi, d'inclusion, de formation. C'est là que ça se joue, qu'on peut accompagner les personnes et trouver des solutions. Et c'est là où on peut accompagner les entreprises et trouver des solutions là-dessus. Simplement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le lieu de l'animation des politiques publiques d'insertion, d'emploi, etc. Elles sont dispersées en fonction des compétences. Globalement, les politiques d'emploi, c'est plutôt au ministère que ça se passe. Et ensuite, après, derrière, ça redescend comme la gravelotte au niveau de la région, puis ensuite, après, derrière, du département. Puis ensuite, après, derrière, je caricature un peu, mais quand même pas loin. Et puis, on s'organise avec ça sur les territoires. Les régions, c'est pareil. Alors évidemment, il y a des mécanismes où on essaie de prendre en compte, il y a des liaisons, etc. Tout le monde va me dire que, mais globalement, les programmations, par exemple, de la formation des régions prennent pas insuffisamment en compte les retours terrain et la territorialisation. Et d'ailleurs, là, pour le coup, il y a beaucoup de régions qui sont assez d'accord avec ça. Et sauf que sur un bassin d'emploi, les besoins de formation ne sont pas les mêmes que sur un autre. Et la prise en considération, typiquement, par exemple, des difficultés propres à l'accès à la formation pour une personne en situation de handicap, c'est pas tout à fait la même chose que pour, de temps en temps, il faut pouvoir adapter l'accessibilité, travailler sur ça. Mais si vous n'avez pas le regard des gens qui sont sur le terrain pour pouvoir le dire, je peux vous dire que la programmation des régions va continuer d'être un petit peu déconnectée de ça. Donc, le bassin d'emploi, comité local France Travail, et ensuite, par subsidiarité, il y a l'échelon du département avec le copilotage État-département sur les politiques d'insertion. Et d'ailleurs, pas que, parce qu'on parle tout le temps du bénéficiaire du RSA, mais c'est insertion au sens large. Parce qu'il faut sortir des statuts là-dessus. Donc évidemment, il y a une politique du RSA qui est assez prégnante dans les départements, mais les jeunes, vous avez parlé des personnes réfugiées, bref, c'est plus large que ça. Donc ça, de le consacrer comme l'échelon qui pilote ça. Pourquoi on dit c'est pas de fondre, c'est que aujourd'hui, vous avez un CDIAE d'un côté, et puis vous avez le PDI qui se prépare de l'autre, et puis vous allez avoir des politiques de formation qui vont se discuter dans un troisième endroit. Et après, d'ailleurs, on s'étonne que du coup, dans l'accès à la formation pour les acteurs de l'IAE, en fait, ça fonctionne pas, les fils se touchent, quoi, ou se croisent pas en tout cas. Et donc, oui, là, c'est de dire, pilotons
ensemble une vraie politique de l'insertion. Et une politique de l'insertion pour permettre à des bénéficiaires du RSA de retourner à l'emploi, il faut des emplois. Donc il faut avoir accès quand même un petit peu aux dynamiques d'emploi et donc d'avoir un petit peu plus un droit de regard sur ce qui se passe au niveau des acteurs de l'emploi. Oui, il faut de la formation et donc que les régions soient plus présentes au niveau du département et que les départements soient plus présents et consultés quand on élabore un plan régional d'investissement dans les compétences. Sinon, on continuera de faire les mêmes constats et dans 10 ans, on se retrouve et il y aura les mêmes effets de tribune et vous applaudirez, mais on n'aura pas spécialement changé les choses. Et donc, c'est ça, cette question de gouvernance, et régionale, pareil, et nationale. Maintenant, sur la place de l'IAE, là-dedans, elle est essentielle. Mais c'est évidemment, je ne vais pas prendre le risque de dire qu'il n'y a pas besoin ici. Sinon, je vais me faire huer à défaut de me faire applaudir. Mais au niveau national, c'est important qu'il y ait une représentation nationale, évidemment, dans les comités, dans le comité national des parties prenantes. Ça n'exclut pas le fait d'avoir un comité, d'avoir ensuite, après, des espaces pour traiter de certains sujets. Parce que dans le comité national France Travail, il y a tellement de sujets que je pense que de temps en temps, il faudra des choses ad hoc sur les jeunes, peut-être sur l'insertion, sur etc. Donc ça sera ouvert. Mais en tout cas, vous êtes associés dans ce comité national qui détermine quand même un petit peu les règles du jeu sur les gouvernances, ensuite après derrière sur la suite. Régional, pour moi, ça va sans dire, mais c'est une évidence. Mais vous y êtes déjà, il me semble, à travers les CREFOP. Mais il faut qu'on consolide cette position-là. Mais en tout cas, je tourne quand même beaucoup dans les territoires. Honnêtement, c'est vraiment rare que je fasse une réunion sans qu'il y ait des représentants de l'IAE. Et ensuite, après d'ailleurs, il y a l'échelon départemental. C'est évident qu'il faut que ce soit fait. Je pense qu'il y a une question qui est renvoyée un petit peu par contre au réseau de l'IAE, c'est que vous êtes nombreux, vous êtes divers, et surtout c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en revanche, d'un point de vue organisation, sur la représentativité, sur le dialogue, etc. territorial, il y a peut-être quand même des questions qui peuvent se poser. Quand vous montez le collectif IAE ou ce genre de choses, c'est intéressant, mais on ouvre le débat pour avoir le bon niveau de représentation. Et il faut évidemment que vous soyez présents dans les comités locaux, parce que c'est là où l'action se passe, et vous êtes dans l'action, et donc c'est important que vous soyez associés à ça. Mais vous voyez, ça se structure. Question de Nathalie Latour. Oui, je voulais dire que aussi les inquiétudes, elles sont la traduction des exigences de l'espoir. Et que c'est en ce sens-là qu'on est pas mal, ça s'applaudit quand même. Hein. Donc du coup, non, plus précisément, les questions là qu'on pose, c'est bien sûr que l'aspect législatif ne va pas tout résoudre. Mais il est important pour fixer un cadre. On voit bien que quand le cadre est mal posé dès le départ, eh bien pour quelque part aussi toutes les raisons que tu as dit, on peut avoir aussi des modalités de fonctionnement qui sont différentes et qui ne prennent pas en compte des choses qui sont des préalables à la question de la coopération. Donc c'est en ce sens-là que la question de la gouvernance et de la place, sans figer les choses, mais en mettant ce cadre-là, est important puisqu'il l'est fait sur d'autres acteurs. Le deuxième point, c'est donc on a bien entendu que sur la capacité d'aller vers, comme tu l'as dit, il y a plusieurs portes d'entrée. Donc les SIAE peuvent être aussi, les ateliers chantiers d'insertion peuvent être aussi ces portes d'entrée et donc faire partie aussi de l'écosystème qui est mentionné dans France Travail. Et ça, sur cette capacité d'ailleurs. C'est bien écrit que vous êtes dans le réseau France Travail et que vous êtes associé à ça. Non, mais c'était justement pour bien voir les modalités très pragmatiques. Et de la même façon, je n'ai pas entendu de réponse sur la question quid de l'articulation, contrat d'engagement, contrat d'insertion. Ouais, c'était pas, je tournais pas autour du pot hein, sur ce truc-là, j'ai pas de problème. Mais juste du coup sur cette question de présence, ayez juste un truc en tête. Je comprends en fait la loi. Tout le monde demande tiens mais sécurisez-moi, mettez-moi, nommez-moi, etc. Et c'est normal. Je comprends tout à fait. Et il y a les concertations, j'imagine que vous avez été auditionné au Sénat, qu'il va y avoir des propositions d'amendement, etc. Mais il n'y a pas, pour le coup, j'ai fait, maintenant je dois être à plus de 150 déplacements. Quand vous êtes à Redon, qui est à cheval avec 3 départements, 2 régions, ça ne fonctionne pas pareil que quand vous êtes à Paris, dans Grand Paris Sud, à Corbeil. Ça ne fonctionne pas pareil. Et donc, il y a
toute cette difficulté, c'est comment on sécurise suffisamment, et je comprends, et je vous le dis, et c'est une volonté du ministre, donc on n'a pas de problème à sécuriser des choses qu'on vous annonce et qu'on dit qu'on veut et qu'on souhaite. Donc tout ce qui contribuera à faire que l'IAE ait bien sa place là-dedans, on n'a aucun problème avec ça. Mais ayez en tête que les choses peuvent se passer différemment d'un endroit à un autre, et donc c'est quel est le cadre qui sécurise et puis qui assure aussi une promesse républicaine, quel que soit l'endroit où on est dans ce pays, et quelle est la place à l'adaptation, à la différenciation par rapport à des réalités locales qui sont différentes. C'est juste ça qui fait que c'est pas si simple et qu'on peut pas écrire tout, parce que sinon vous allez nous dire, ah, voyons, vous avez fait un projet de loi de 882 pages avec toutes les exceptions, etc. Voilà. IAE, mais non, mais on l'ouvrira. Et sur les contrats d'engagement, alors d'abord, contrat d'engagement, je rappelle quand même que le contrat d'engagement, c'est quelque chose, c'est pas une invention de ce projet de loi, hein, c'est quelque chose qui existe depuis 1988 et le projet de loi porté par Michel Rocard sur la mise en œuvre du RMI. Et je vous rappelle quand même que dans le RMI, la lettre qui comptait le plus à ses yeux, c'était le I de insertion. Et parce que c'est un filet de sécurité, le RSA. C'est pas un revenu minimum. C'est un revenu minimum, mais c'est pas un revenu universel, vous voyez. Non, mais ça, c'est un autre débat. Après, derrière, ça, on peut, mais c'est un débat qui peut s'ouvrir, mais c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on ne vit pas, mais vous le savez, on ne vit pas dignement avec 608 € par mois, même avec et en plus de ça, on vous retire un petit peu pour l'APL, etc. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était bénéficiaire du RSA puis qui dit, ah bah, tiens, c'est bien, super, merci, je suis tranquille. Ni avec le SMIC à 26 heures d'ailleurs, hein, mais c'est encore un autre problème aussi. Oui, et donc le SMIC à 26 heures et sur les chantiers d'insertion. Ouais. Oui, bah, rien ne vous empêche de les recruter à 35 heures. Hein. Donc, si. Ah ben moi je le faisais, hein, moi ça m'arrivait. Hein. Mais il y aura des questions après dans la salle. Hein. Il y a un micro qui tournera si vous avez envie de poser des questions. Bon, bah, allez, dignement et reconcentrons-nous. Allez, faisons pas de provoque. Mais non, plus sérieusement sur ce sujet-là, la réalité, c'est que c'est un échec collectif de tous. Et moi je cherche pas. Mais l'échec, c'est que 7 ans après l'entrée au RSA, il n'y en a que 11% qui sont retournés à l'emploi durable. Et pourquoi ? Parce que quand on regarde, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes hein, qui a été le regarder, auditer tout le monde, dont y compris vous, en moyenne, 3 contacts par an, mail compris pour un bénéficiaire du RSA. Mais vous le savez bien comme moi, dans cette salle, que comment voulez-vous que quelqu'un ait des chances de pouvoir revenir à l'emploi s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas soutenu, s'il n'a pas une réponse adaptée à son besoin. Donc, ce dont on parle là, c'est de mettre en place un accompagnement avec les moyens de cet accompagnement. En tout cas, c'est ce qu'on défend. Et derrière cet accompagnement, il y a un contrat d'engagement réciproque RSA. C'est juste qu'on simplifie un petit peu. Il y a le PPAE, il y a le contrat d'engagement jeune, il y a le CER. Et tout ça, en plus de ça, ça crée des ruptures. Parce que vous passez d'un PPAE à un CER, il ne faut quand même pas oublier que les gens, de temps en temps, ils étaient demandeurs d'emploi, puis ils passent au RSA, puis de temps en temps, ils redeviennent demandeurs d'emploi, puis ils repassent au RSA. Et donc, si on peut se simplifier les choses avec un contrat d'engagement unique, c'est mieux. Et ensuite, dans ce contrat d'engagement, c'est de dire, mais il me semble que c'est un petit peu ce qu'on fait dans l'IAE depuis quand même très longtemps, hein, c'est quels sont les objectifs adaptés à la situation de la personne, à son besoin. Et de temps en temps, ça peut être des objectifs seulement sociaux, de temps en temps, c'est social et professionnel. Et puis, à un moment donné, ça peut devenir éventuellement, pour certaines personnes, quasi exclusivement professionnel, même si au fond de moi, je pense que tout accompagnement est toujours socio-professionnel, parce que même quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir de soucis, il a quand même les questions de mobilité, de logement, etc. à faire face, ou de famille là-dessus. Et donc, en tout cas, c'est de revendiquer le fait que tout accompagnement, quand même principalement, est socio-professionnel. Et ensuite, si vous l'envoyez dans le contrat d'engagement, si la personne décide avec la personne qui le suit en mission locale, à Pôle emploi ou dans un département, de l'orienter à un moment donné vers une structure d'insertion, là, dans ces cas-là, il va être confié à la structure d'insertion qui va signer le contrat de travail, ses modalités, ses objectifs. Par contre, ce qui est important, c'est que si on ne veut plus avoir des trous dans le parcours, moi, l'inscription à France Travail, et ça a été dit, moi je suis assez d'accord là, et c'est tout l'intérêt et la difficulté d'ailleurs que ça pose souvent administrativement le statut d'une personne qui est en structure d'insertion, c'est qu'il est à la fois salarié
Et il a des droits de salarié, il doit être considéré comme un salarié, mais il est encore aussi demandeur d'emploi et doit pouvoir bénéficier beaucoup plus simplement de tout l'accès à l'offre de service d'un demandeur d'emploi. Et donc c'est de fluidifier un petit peu ce tout droit ouvert d'une certaine manière là-dessus et de s'assurer quand même que pendant le parcours, il n'est pas ça y est, c'est bon, je l'ai placé dans un chantier d'insertion, je m'en occupe plus et puis on verra plus tard comment ça se passe. Et donc c'est ce continuum-là qu'on veut organiser. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça serait intéressant peut-être je vois peut-être une main qui se lève. Il y a un micro qui circule. Malheureusement, les accès sont difficiles. Il y a d'autres mains. Peut-être soit en parlant très fort, et je me ferai le relais par le micro, soit si on arrive à faire passer. Voilà. Bonjour, je suis directrice d'un jardin de cocagne dans l'Isère. Moi je suis du terrain, donc j'aurais juste une question concrète. Comment on fait concrètement, moi je trouve ça, sur le principe, il n'y a pas de souci, d'avoir vraiment un parcours qui se prolonge, voilà. Mais par contre, ce que je constate aujourd'hui, c'est que par exemple les demandeurs d'emploi qui sont suivis par Pôle emploi, les prescriptions que j'ai, les conseillers Pôle emploi ne connaissent pas les personnes parce qu'il y a énormément de turnover, parce que je pense qu'ils ont des files actives énormes, parce qu'ils reçoivent des consignes nationales au niveau des Pôle emploi qui changent sans arrêt, qui font que les personnes qui travaillent à Pôle emploi sont un peu perdues. Et du coup, concrètement, comment on fait pour avoir... pour moi, il faut plus de moyens, donc plus de personnes physiques, des rencontres physiques, des gens qui restent dans la durée, qui sont sur des contrats, des CDD à Pôle emploi peut-être de 2 mois, puis hop, il y en a un autre qui arrive, et puis hop, il y en a un autre qui arrive, qui font que peut-être, sur le papier, la personne est toujours suivie par Pôle emploi, mais il y a des ruptures sans arrêt des personnes qui les conduisent qui font que en fait, les gens qui sont censés accompagner les personnes ne connaissent pas les personnes. Et du coup, voilà. Donc concrètement, j'entends votre projet, mais après, comment on fait quoi. Non, mais c'est pas mon projet d'ailleurs. C'est un projet collectif. Ce constat-là, vous allez le retrouver aussi dans le rapport, et c'est un constat qu'on fait depuis très longtemps. Et c'est justement à ça qu'il faut qu'on mette progressivement fin. Et donc après, il n'y a pas qu'une seule réponse à votre question. C'est ça qui est pas simple. D'abord, la première des choses, c'est que vous voyez, par exemple, Pôle emploi. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'opérateur. C'est l'opérateur d'État, d'accord? Et donc, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre. Moi, le premier, je ne comprenais pas, dans plein de moments, pourquoi, de temps en temps, ce n'était pas naturel que la NPE, à l'époque, soit mon partenaire naturel. Et de temps en temps, ça fonctionnait bien, puis de temps en temps, ça ne fonctionnait pas du tout. Hop, il n'y avait pas la porte, ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, on demande à Pôle emploi de s'occuper des personnes qui sont des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et ils sont soutenus, ils ont des moyens pour ça. Sauf que vous, dans votre jardin de cocagne, il me semble que quand les gens arrivent, il y en a quelques-uns qui sont déjà inscrits à Pôle emploi, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et donc la connexion, aujourd'hui, ne se fait pas. Donc premier changement, c'est de faire en sorte que le principal opérateur de l'État, on aligne ses enjeux et ses intérêts avec l'intérêt, j'ai envie de dire, commun, c'est-à-dire de l'État, des collectivités, mais donc aussi de tous les acteurs de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Toutes les personnes privées d'emploi, et pas seulement demandeurs d'emploi, sont concernées par France Travail. Ensuite, la deuxième chose, c'est des moyens, évidemment. Mais pour pouvoir avoir des moyens, c'est pour ça d'abord, investir mieux dans le diagnostic et de prendre le temps, et pas rapidement, et de façon, mais de prendre le temps, de connaître les gens pour comprendre leurs besoins, pour ensuite pouvoir les orienter vers les bonnes solutions qui existent sur le territoire. Troisièmement, il n'y en aura pas assez de solutions qui existent sur le territoire, on le sait déjà, et donc du coup, effectivement, il faut mettre des moyens supplémentaires. Ce qu'on a fait sur le contrat d'engagement jeune, c'est le même constat quand on l'a bâti, la face était là, l'UNML, quand on a construit ça, c'était le constat que un jeune, quand on a 150 jeunes à suivre, en fait, on ne fait pas un accompagnement personnalisé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À 30, 40 jeunes à suivre à un moment, à un instant T, oui. À 80 ou 100, voire 200, voire dans le cas de Pôle emploi, un certain nombre de bénéficiaires du RSA, c'est 500. Eh bien, vous mettez, il n'y a pas d'accompagnement pour les bénéficiaires du RSA. Vous mettez en difficulté les conseillers Pôle emploi parce que vous les mettez dans une situation de ne pas être en capacité de pas avoir les moyens de pouvoir apporter ça. Et ça, c'est pas bon. Et donc,
le contrat d'engagement jeune. On a dit, si on veut faire un accompagnement personnalisé, individualisé, global et de bout en bout, il faut un accompagnateur pour 30, 40 personnes maximum. Et il faut des moyens. Et donc, c'est pour ça que les 2,3, 2,7 milliards, c'est pas d'investissement dans le numérique, hein, c'est des recrutements, concrètement. Simplement, on dit juste que les recrutements, c'est pas à Pôle emploi qu'il faut les faire. Un petit peu à Pôle emploi, mais peut-être aussi dans les missions locales, peut-être aussi dans des structures d'insertion, peut-être dans des plis, peut-être dans des là où il y a besoin là-dessus pour adapter, avoir des solutions en nombre suffisant dans les territoires. Et c'est pour ça qu'on plaide, et que je plaide, pour dire que c'est un investissement social, que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour la nation. Et que d'arrêter de regarder ça comme une charge, et il y a quand même encore un certain nombre d'acteurs qui voient ça comme une charge, comme un coût, l'accompagnement, oui, c'est pas forcément très utile. Non, nous, en fait, ce qu'on essaye de démontrer ensemble, c'est de faire en sorte que quand on investit dans l'accompagnement, ça fait une personne en situation d'exclusion de moins, ça fait quelqu'un qui retrouve son autonomie, sa dignité par le travail, et à la fin, c'est pas forcément mauvais pour les dépenses publiques. Et donc effectivement, il faut qu'on mette des moyens. Donc il y a un projet de loi, mais ensuite après, il y a les moyens qui vont avec, sinon il n'y aura pas d'immenses changements dans France Travail. Ouais, n'oublions pas le rapport de la Cour des comptes qui dit qu'effectivement, depuis 2019, le rapport de la Cour des comptes, quand l'État investit 1 euro, il en récupère 5, je crois, 5,5. Donc effectivement, il n'y a pas de coût forcément pour les finances publiques. Merci beaucoup Thibaut Guilhuy. Je viens de me faire rappeler à l'ordre par un autre maître du temps. Il faut vraiment que vous partiez, je crois que vous avez un rendez-vous. Mais merci d'avoir déjà dépassé un peu l'horaire d'une vingtaine de minutes. Merci d'être venu répondre à nos questions. Et l'autre main que j'ai vue se lever tout à l'heure, évidemment, vous pourrez poser votre question tout à l'heure au ministre qui sera là, Olivier Dussopt, qui répondra aussi aux voilà, questions. Les interactions vont continuer. Juste vous dire aussi qu'on va le faire ensemble aussi sur ces questions-là et qu'il y a déjà des expérimentations qui commencent à s'engager sur l'accompagnement du RSA. Il faut absolument que les structures d'insertion, on commence tout de suite à faire que ce qu'on vient de se dire là, on le mette en place, on le teste, on voit là où ça marche, là où... pareil, avec les régions, on est en train de signer des protocoles de partenariat pour pouvoir avancer sur tous ces sujets-là. Et donc, ce qui est important, c'est que vous preniez votre place, que nous, on veille à ce que vous y soyez aussi associés. Quand vous n'y êtes pas, vous levez le doigt et puis vous avez tous mon numéro de téléphone, de toute façon. Et puis, qu'on avance sur ces sujets-là pour faire France Travail et le traduire, parce que moi aussi, je viens du terrain, madame, et il n'y a que le terrain qui compte. Je suis bien d'accord avec la banderole qui est tout là-haut. Donc, je compte sur vous et on va avancer ensemble sur France Travail et on n'y arrivera que si les acteurs de l'insertion par l'activité économique sont pleinement associés et pleinement embarqués. Merci à tous. Merci. Et merci à tous les 6 pour cet échange très, très riche et j'espère porteur d'espoir. On a 2 nouveaux invités à vous présenter et à faire intervenir d'ici 13h. Je vais pouvoir vous libérer. Merci d'être venu et d'avoir questionné Thibaut Guilhuy. Je vais vous demander d'accueillir Rémi Tricart et Éric Boyer, nos 2 derniers invités de la matinée. On va pouvoir aller manger dans pas très longtemps. Merci de votre patience et merci Éric Boyer d'être là. On va commencer avec Rémi Tricart, qui doit être pas très loin, de Convergence France. Éric Boyer, vous êtes le président du Synésie. C'est bien ça. Le syndicat des patrons des ACI. Exactement. On va le dire comme ça. Et voici Rémi Tricart, qui lui est de Convergence France, directeur de Convergence France. On a parlé un peu d'innovation là ce matin. Et vous qui êtes cité d'ailleurs dans le rapport de l'IGAS à travers les expérimentations que vous portez, Convergence et Premières Heures en chantier, vous avez été, j'imagine, sensible à ce qui s'est dit sur cette partie innovation, recherche toujours de dispositifs qui peuvent permettre de lutter contre la grande précarité et pour l'insertion. Oui, merci, bonjour. Peut-être juste pour commencer à rappeler un petit peu ce qu'est Convergence France et ce que nous faisons. Notre association accompagne en fait les chantiers d'insertion qui souhaitent pouvoir accueillir des personnes qui ont connu la rue ou qui sont sans logement et pouvoir leur proposer une remobilisation et du coup l'insertion par le travail. Et on déploie 2 programmes effectivement comme tu le disais, Premières Heures en chantier, qui est vraiment à destination des personnes qui sont encore sans abri, qui vivent encore dans la rue,
Et on leur propose, les chantiers d'insertion qui mettent en œuvre ces programmes. Oui, parce que vous travaillez vraiment de concert avec les chantiers d'insertion, c'est extrêmement important. On travaille exclusivement avec des chantiers d'insertion. Je vais y revenir, mais effectivement, on propose aux chantiers. Donc, les chantiers proposent aux personnes un parcours individualisé, très progressif, avec un encadrement socio-éducatif renforcé. Et on a un deuxième programme qui est le programme Convergence, qui lui s'adresse plus largement aux publics qui sont soit qui ont connu la rue et qui sont déjà dans l'hébergement, et en tout cas plus largement à toutes les personnes qui sont privées de logement. Et là, on va mettre en œuvre en fait un accompagnement renforcé avec des moyens d'accompagnement supplémentaires, une prise en charge globale, et s'appuyer aussi sur la mise à disposition de professionnels qui sont des experts thématiques pour un collectif de chantiers d'insertion sur le territoire. Et on travaille exclusivement effectivement avec des chantiers d'insertion parce que dès le début, quand ces programmes qui ont été lancés fin 2020 à Emmaüs Défi, c'est le modèle qui a paru évidemment le plus approprié, avec l'articulation entre l'accompagnement et l'encadrement, avec le modèle économique, on en a parlé tout à l'heure, mais qui permet d'avoir des supports d'activité qui laissent la place à chacun, qui puisse s'adapter à la réalité de chacun des salariés, tout en ayant la dimension valorisante. Et je ne vais pas ici vanter l'insertion par le travail. Mais peut-être dire aujourd'hui que si on est attaché à l'idée de travailler avec les chantiers d'insertion, on pense aussi qu'il faut aller encore plus loin. Avec les programmes Premières Heures et Convergence, en fait, on vient proposer des moyens d'accompagnement supplémentaires. On fait bouger les lignes un petit peu sur les pratiques à l'intérieur des chantiers d'insertion. On travaille aussi sur l'ajustement d'un certain nombre de réglementations sur, par exemple, la prolongation de la possibilité d'avoir des parcours qui vont au-delà de 2 ans, même pour les personnes qui ne sont pas seniors, qui ne sont pas en situation de handicap, sur la possibilité de faire des contrats de moins de 20 heures par semaine, pour les personnes qui ne sont pas en capacité de commencer tout de suite. Mais c'est quand le CDDI est encore une marche un peu trop haute. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour tendre la main aux personnes qui sont complètement à la marge ? Et donc, en fait, on est évidemment convaincu qu'il faut continuer dans cette direction-là. Et on est aussi convaincu qu'il faut qu'on puisse travailler sur la valorisation du travail qui est fait par les chantiers d'insertion, aussi en allant au-delà des indicateurs un peu basiques qui sont observés quand on nous parle de taux de personnes bénéficiaires du RSA, alors qu'on sait tous que derrière un bénéficiaire du RSA, il n'y a pas toujours les mêmes situations, que derrière un non-bénéficiaire du RSA, il y a aussi énormément de personnes qui sont juste éligibles au RSA, mais non bénéficiaires du RSA. Donc moi, je milite beaucoup pour que les conseils départementaux en particulier intègrent que leur public, ce n'est pas les bénéficiaires du RSA, mais les éligibles au RSA. Et de la même façon qu'on fasse aussi évoluer les regards sur les regards de nos partenaires institutionnels. L'État nous soutient évidemment dans notre action et c'est essentiel, mais qu'on puisse faire évoluer aussi la façon dont on regarde l'action des chantiers d'insertion en termes d'impact et de ne pas regarder uniquement les parcours en emploi, mais aussi tout ce qu'on apporte en termes de lien social, de stabilisation des situations de santé, d'amélioration du logement, on parlait tout à l'heure d'illettrisme, de mobilité, etc., etc. Mais ça boucle avec ce que vous venez de dire sur les indicateurs. Quels sont les indicateurs que vous essayez de mettre en place, par exemple, ou comment est-ce que vous essayez de valoriser à la fois votre travail et le travail des ACI avec lesquels vous travaillez différemment par rapport à, effectivement, les indicateurs qu'on nous impose là pour l'instant, qui sont uniquement liés aux sorties positives, à l'efficacité en termes d'emploi? Effectivement, alors, déjà, ça commence par une coopération au niveau territorial sur le fait qu'on va mettre en place des instances. On va pouvoir observer ça, faire évoluer le regard des dettes. Au niveau national, on a mis en place des outils de suivi spécifiques pour que dans les dialogues de gestion, on puisse prendre en compte aussi d'autres indicateurs. Et on va pouvoir regarder la stabilisation, la prise en charge des problématiques de logement, l'évolution de la situation des personnes. On va pouvoir regarder sur la question de la santé, la mise en place de solutions de soins adaptées, la stabilisation là aussi. Donc en fait, il y a des possibilités.
D'ailleurs, le rapport aussi propose de travailler dans ce sens-là. Donc, c'est un des éléments du rapport IGAS. Et donc, on va poursuivre les travaux là-dessus. Merci beaucoup. Éric Boyer, président donc, du Synésie, je disais syndicat des patrons des ACI, mais des employeurs. On peut le dire comme ça. Des ACI, c'est plus joliment dit. Comment est-ce que vous voyez, à l'issue de cette matinée, les échanges qui ont pu être menés, comment vous les voyez se traduire en termes RH pour les structures? On a entendu beaucoup de questions et beaucoup de préoccupations sur cette partie-là de gestion des ACI, de gestion des SIAE aussi plus largement. Est-ce que vous avez eu là des moyens de vous rassurer, ou vous avez entendu des choses intéressantes? Rassuré, pas encore. Pas encore, peut-être cet après-midi. Pas encore. Juste avant de répondre à la question que tu poses, juste 2 mots sur le Synésie. Donc, le Synésie, c'est effectivement le syndicat employeur de la branche des ateliers et chantiers d'insertion. Donc, il fédère... la branche, c'est 1000 ACI. Il y en a en gros, 1200, il y en a environ 2000 en France. C'est-à-dire qu'il y a la branche, ceux qui relèvent de la convention collective, et le secteur, c'est ceux qui ne relèvent pas de la convention collective, et notamment le secteur public. On a 3 missions extrêmement simples. La première mission, c'est simple. Faire le dialogue social dans la branche, négocier la convention collective et les accords. Je peux vous garantir que ce n'est pas simple tous les jours. Accompagner les patrons de boîte dans la dimension juridique de gestion des ressources humaines, et puis représenter les ACI, la branche, auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est mis en place par une petite équipe de 4-5 collaborateurs. Je voulais remercier les échanges de ce matin, la qualité qui enrichissent, et puis je voulais remercier les organisateurs de nous avoir invités. Après, je me dis... parler à 13h alors que tout le monde a les genoux sur les oreilles, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour parler. Donc je ne vais pas être long et je vous promets de vous libérer, vous allez pouvoir détendre vos jambes rapidement. En tant qu'employeur, globalement en allant assez vite, je vais être obligé d'aller assez vite, on a une responsabilité forte de pérennité de nos structures. Donc on a en gros une attention particulière sur la ressource, et on a une financière, et une attention particulière sur la ressource humaine. Sur les finances, on est très attentif au modèle économique, et je ne vous cache pas que les propositions de l'IGAS de fragilisation du modèle économique en augmentant la part variable de financement des ACI nous a largement hérissés. J'ai encore le sentiment un petit peu qu'on est dans un pays où il y a une espèce de raisonnement, j'espère inconscient, de raisonnement par homothétie, qui est de dire... plus vous vous occupez des personnes en difficulté, vulnérables et précaires, plus vous-même vous devez être vulnérable et précaire. Juste une anecdote, elle est ancienne, mais quand je vois le rapport IGAS, je me dis que les choses n'ont pas beaucoup changé. En 1991, je négociais avec un conseil départemental un dispositif de formation pour des bénéficiaires du RMI à l'époque, et puis je présente un devis, je ne sais pas, 15 € d'aujourd'hui. Et la personne en face, elle ne me répond pas, non, 15 €, mais elle ne me répond pas, on n'a pas le budget. Elle ne me répond pas, elle me répond, mais monsieur Boyer, vous vous rendez compte, c'est pour des bénéficiaires du RMI. Voilà, ça signe tout du regard qu'on porte sur la qualité des prestations et de l'accompagnement pour ces publics, pour lesquels je suis convaincu que c'est à eux qu'on doit le meilleur, parce qu'ils sont particulièrement en difficulté. Donc vraiment une préoccupation très forte sur le modèle économique, parce que l'enjeu, c'est les récits qu'on a eus ce matin, ce ne soient pas des récits du passé ou des récits du présent, mais ce soient bien des récits du futur, qu'effectivement, demain, nos structures continuent à vivre, à développer, à lever les enjeux du plein emploi et de l'accompagnement dans l'emploi du plus grand nombre, et en particulier des plus précaires. Donc ça, voilà. Et qu'en conséquence, on a un chômage qui baisse, on peut que s'en réjouir. Donc il y a des moyens qui doivent être non pas diminués, mais qui doivent être réalloués. Et puis on doit, en gros, à mon avis, les réallouer avec un coefficient correctif qui est plus public et en difficulté, plus de financement. Voilà, c'est en gros notamment ce qui est fait sur Convergence, et généralisons Convergence et chantier première heure, on se portera beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est sur la dimension économique, qui est un point d'attention. Le deuxième point, je vais juste les lister, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est la préoccupation au RH. On a une problématique claire, qui est une problématique d'attractivité. Vous savez autant que moi, vous avez du mal à recruter.
Donc on a un problème de salaire, on a un problème de déroulement de carrière. Le problème de salaire est très lié à ce que j'ai dit sur les finances. Le niveau de rémunération n'est pas très élevé dans la branche. Ce n'est pas une posture idéologique. On fait avec les moyens qu'on a et on doit continuer à se battre pour que nos moyens augmentent et qu'on puisse effectivement avoir des collaborateurs qu'on continue à embarquer et qui continuent à s'impliquer. Donc il faut aussi leur proposer des déroulements de carrière. Et de formation, je ferai un petit zoom plus particulier sur la formation. On a un enjeu de seniorité, c'est-à-dire qu'on a effectivement dans notre branche beaucoup de collaborateurs qui sont au-delà de 50-55 ans, et donc on a une vraie problématique de gestion des fins de carrière. Je ne vous rappelle pas qu'on vient de prendre 2 ans, et que tout ça, ça va être aussi effectivement une priorité. On a un enjeu autour de la fin des cadres militants, c'est-à-dire qu'on a effectivement un certain nombre de créateurs d'ACI, de dirigeants d'ACI qui sont de la génération de la mienne. Effectivement, on a un renouvellement et c'est pas, voilà, je veux dire qu'on voit aussi que les jeunes qui veulent s'engager dans notre secteur ont un rapport au travail qui n'est pas le même. Voilà, donc on a cet enjeu-là et puis il faut qu'on forme ces gens-là, dans le sens où il ne suffit pas d'avoir fait un burn-out dans une entreprise du CAC 40 parce qu'on en avait marre de faire du reporting. Pour revenir, j'ai envie de venir dans l'économie sociale et solidaire et m'occuper des autres. Donc voilà, donc ça, je rêve un peu, mais peut-être qu'il y a quelque chose à voir autour d'une académie des cadres en la matière. Et puis, très lié à ça, on a mis en programme, d'ailleurs Timothée, qu'on a entendu tout à l'heure, en a fait partie il y a 1 an, on a mis en place un travail d'accompagnement des dirigeants, parce qu'effectivement, les structures ne sont pas très grandes, il y a une solitude de l'exercice du pouvoir et la nécessité de coopérer, de partager entre dirigeants pour progresser. Et puis, dernier élément, la formation, je ne vais pas être trop long. Pour être plus précis, donc on a des enjeux de besoins de formation qui sont énormes pour nos permanents, qui sont 95% en CDI. Il faut les adapter, il y a des nouvelles méthodes d'intervention, il y a des nouveaux enjeux par rapport à l'entreprise, il y a à réfléchir et à travailler, à se former sur la prise en charge de ces publics qui posent des difficultés aux conseillers en insertion professionnelle. Enfin, je veux dire, c'est pas... tout ça, c'est un métier, c'est pas un art, c'est des actes qu'il faut professionnaliser. Donc, on a effectivement besoin d'argent là-dessus. Et puis, alors, sur le pic IAE, bien entendu, on a des besoins de formation qui sont immenses. Plus on va accueillir des publics en difficulté, plus on va avoir besoin d'argent. Alors là, pour être bien clair sur la position du Synésie, sur le porteur unique pour les ateliers et chantiers d'insertion, on souhaite que ce soit Uniformation qui reste le porteur de l'ensemble de la formation. Nous sommes une branche professionnelle comme toutes les autres, au même titre que la métallurgie, l'aide à domicile ou l'industrie agroalimentaire. Il n'y a aucune raison que la formation professionnelle de nos salariés qui soient en parcours échappe à la gestion paritaire. En France, la formation professionnelle est gérée dans le cadre du paritarisme, dans le cadre des politiques de branche. Il n'est pas acceptable pour nous qu'effectivement le PIC IAE soit géré par Pôle emploi. Voilà. Un mot de... Non, sur France Travail, je vais pas dire grand-chose. Globalement, les mêmes questions que Nathalie Latour. Je ne suis pas sûr d'avoir eu toutes les réponses que j'attendais, mais je pense que ce n'est pas sûr qu'elle non plus. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Je reste peut-être un aspect, c'est... je m'interroge, j'ai dans ma carrière professionnelle dirigé longtemps un organisme de formation, et j'ai beaucoup travaillé avec Pôle emploi, et Pôle emploi, c'est un mal alpha. Et du coup, je me demande comment, effectivement, ils vont arriver à faire la révolution copernicienne pour, effectivement, coopérer, puisque c'est le sujet de ce matin. Et puis, je m'arrête là, c'est promis. Juste J'ai une question encore, mais vas-y. Alors, non, je terminerai par mon appel au peuple. Non, une question sur les structures en elles-mêmes, les SIAE, oui. Qui sont fragilisées par oui. La période qu'on connaît, qui sont inquiètes évidemment quand on lit les rapports de l'IGAS, quand on voit ce qui se trame autour de France Travail. On l'a bien vu, on l'a entendu, des inquiétudes, mais sur leur fragilité ou sur les risques de défaut. C'est exactement le lien avec mon appel au peuple. En tant que branche professionnelle, on a un observatoire de branche. On vient de lancer une enquête complémentaire. La plupart des structures, normalement, en ont été destinataires. Si vous n'avez pas été destinataire, vous avez perdu le mail que vous avez reçu, vous allez sur le site du Synésie, vous allez trouver le lien pour répondre à un questionnaire, et on fait un zoom très particulier sur 2 choses. La première, c'est quoi l'état des rémunérations réelles
dans notre secteur. Il faut qu'on comprenne mieux. On ne peut pas négocier au doigt mouillé. On peut pas. Voilà, il faut effectivement qu'on ait des données extrêmement précises sur c'est quoi les rémunérations réelles. On a un enjeu de réforme des classifications dans notre convention collective. On ne peut bien négocier que si on a ces données. Et donc vraiment, on a besoin que vous preniez les 20 minutes, la demi-heure. Je sais que c'est un peu long, mais il y a un enjeu social qui est particulièrement important. Le deuxième zoom, c'est effectivement, c'est quoi la situation économique des ACI. On avait déjà lancé une enquête avec des chiffres 2019-2020. Là, on va chercher des chiffres 2021-2022 sur quelques critères extraits de vos comptes sur chiffre d'affaires, autofinancement, trésorerie, investissement, rentabilité, pour savoir effectivement, notre ambition, c'est d'avoir effectivement un suivi longitudinal, c'est comme ça qu'on dit pour le dopage, hein, pour savoir comment vos constantes sont, mais voilà, de bien suivre effectivement l'évolution. Pareil, si on veut porter un plaidoyer fort auprès des pouvoirs publics, il nous faut des données fiables et non pas de négocier, de porter un discours au regard de sa propre structure ou de celle du voisin. Je m'excuse d'avoir été long. C'est une façon de ne pas répondre à la question que je venais de poser sur l'état actuel des SIAE. On a une situation avec 2020 qui a plutôt été bonne parce qu'il faut reconnaître qu'on a bien été aidé. De ce qu'on entend, il y a des boîtes qui commencent à tomber, il y a des fragilités, on entend ce qui se dit, on voit ce qui se dit sur le FSE, on voit ce qui se passe sur des projets qui avaient été engagés et qui n'ont pas les financements. Donc c'est ça qu'on veut objectiver. Et encore une fois, merci d'avance de prendre le temps nécessaire pour répondre à cette question. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus au Cinési quand vous le souhaitez. SYNESI. SY syndicat. .fr ou c'est quoi le site .org.